Bonsoir, et soyez les bienvenus dans ce voyage nocturne à travers les brumes éternelles du Japon ancien. Ce soir, nous remonterons ensemble le cours des siècles pour contempler l'histoire fascinante des samouraïs. Ces guerriers dont la silhouette se dresse encore aujourd'hui dans l'imaginaire collectif comme un symbole de discipline, d'honneur et de beauté austère. Installe-toi confortablement, laisse ton corps se détendre dans la douceur de la nuit et permets à ton esprit de glisser doucement vers ces îles lointaines où le mont Fuji veille depuis des millénaires sur les destins des hommes. Si cette exploration paisible du temps t'apporte un moment de sérénité, n'hésite pas à laisser un petit signe de ta présence en aimant cette vidéo ou en t'abonnant à cette chaîne. Cela m'aide à continuer ces voyages nocturnes dans l'histoire. Et si le cœur t'en dit, partage en commentaire quelle période du Japon ancien t'attire le plus ou quelle cité ancestrale t'appelle dans tes rêves. Mais pour l'instant, ferme les yeux si tu le souhaites, respire profondément et laisse-toi porter par le murmure du temps qui s'efface. Nous voici maintenant suspendus entre deux mondes, entre le présent et un passé lointain, où résonne encore le son mat des sabres de bois frappant les armures, où flotte le parfum de l'encens dans les temples bouddhistes nichés au creux des montagnes, où bruissent les feuilles de bambou sous le vent du soir. Le Japon que nous allons découvrir ensemble n'est pas seulement celui des batailles éclatantes et des seigneurs de guerre, c'est aussi celui des jardins silencieux, des rituels ancestraux, des poèmes tracés à l'encre noire sur des rouleaux de soie, et des principes philosophiques qui ont traversé les âges pour parvenir jusqu'à nous comme des échos d'une sagesse immémoriale. Les samouraïs ne sont pas nés d'un jour à l'autre. Leur existence même est le fruit d'une lente transformation, d'une succession de générations qui, face aux défis de leur temps, ont forgé peu à peu une identité guerrière unique au monde. Cette identité s'est nourrie des terres volcaniques du Japon, des rivalités entre clans, de l'influence du bouddhisme zen venu de Chine et de la nécessité constante de protéger, de servir et parfois de conquérir. Ce soir, nous allons ensemble remonter aux sources de cette tradition martiale, contempler ses racines profondes enfouies dans les périodes les plus anciennes de l'histoire japonaise et observer comment, siècle après siècle, la figure du samouraï s'est élevée jusqu'à devenir l'incarnation même de l'âme du Japon féodal. Alors respire lentement, laisse les frontières du temps se dissoudre autour de toi et suis-moi dans ce voyage à travers les âges. Les minutes et les heures n'ont plus d'importance ici. Seul compte le rythme paisible de ta respiration, la chaleur douce de ton repos et les images tranquilles d'un Japon qui existe désormais seulement dans la mémoire des pierres, des temples et des récits transmis de génération en génération. Commençons notre voyage aux origines même du peuple japonais, dans ces temps immémoriaux où les îles de l'archipel étaient encore peuplées de clans dispersés, de tribus vivant de la chasse, de la pêche et des premières rizières. Nous sommes maintenant au cœur de la période Yayoi, qui s'étend approximativement de 300 ans avant notre ère jusqu'au IIIe siècle de celle-ci. C'est une époque de transition profonde, où les techniques venues du continent asiatique transforment lentement, mais sûrement, la vie des habitants de ces îles brumeuses. Imagine ces vastes plaines encore sauvages, bordées de forêts denses, où vivent cerfs et sangliers, et où serpentent des rivières poissonneuses qui descendent des montagnes enneigées. Les hommes et les femmes de cette époque portent des vêtements tissés à partir de fibres végétales et commencent tout juste à maîtriser l'art de cultiver le riz dans des champs inondés. Cette innovation agricole venue de Chine et de Corée va changer le visage du Japon pour toujours. Car avec la riziculture vient la sédentarisation. Et avec la sédentarisation vient la nécessité de protéger les terres, les récoltes et les communautés. Les premières fortifications apparaissent. Ce sont encore des palissades de bois entourant des villages, des fossés creusés pour ralentir d'éventuels assaillants. Les conflits entre clans pour le contrôle des meilleures terres rizicoles se font de plus en plus fréquents. Et c'est dans ce contexte que naissent les premiers guerriers, des hommes choisis ou s'imposant par leur force, leur courage ou leur habileté au combat. Ils ne portent pas encore de nom particulier. Ils ne forment pas une caste distincte.
mais ils incarnent déjà une fonction essentielle, celle de défendre leur communauté par les armes. Les armes de cette époque sont encore rudimentaires. Des lances en bois durci au feu, des arcs fabriqués avec soin, et surtout, les premières lames de bronze et de fer. Le métal, ce matériau précieux et mystérieux, commence à circuler dans l'archipel grâce aux échanges avec le continent. Les forgerons deviennent des artisans respectés, presque craints, car ils maîtrisent le secret de transformer la pierre brute en outils tranchants et en armes redoutables. Chaque lame forgée est unique, chaque épée porte déjà en elle une part de sacré, une connexion avec les forces invisibles qui régissent le monde. Dans ces sociétés encore tribales, le pouvoir n'est pas centralisé. Il appartient aux chefs de clan, aux anciens, aux chamans qui communiquent avec les esprits de la nature et des ancêtres. Mais lentement, au fil des générations, certains clans parviennent à s'imposer sur leurs voisins. Ils accumulent des richesses, agrandissent leur territoire et commencent à former des alliances ou des confédérations. C'est ainsi que naissent les premières structures proto-étatiques, les premières ébauches d'une organisation politique capable de dépasser le simple cadre du village ou de la vallée. Nous entrons maintenant dans la période Yamato, du 3e au 7e siècle de notre ère. Le nom Yamato désigne à la fois une région centrale du Japon, dans l'actuelle préfecture de Nara, et la lignée impériale qui prétend descendre directement de la déesse solaire Amaterasu. C'est une époque de mythes et de légendes où l'histoire se mêle intimement aux récits divins, où les empereurs sont considérés comme des êtres à mi-chemin entre les hommes et les dieux. La cour de Yamato cherche à étendre son influence sur l'ensemble de l'archipel. Pour cela, elle s'appuie sur des clans guerriers puissants qui lui prêtent allégeance en échange de titres, de terres et de prestige. Ces clans, véritables aristocraties locales, fournissent des troupes armées pour les expéditions militaires, les campagnes de soumission des tribus rebelles et la défense du territoire contre les incursions venues de la mer. Les guerriers de cette époque ne sont pas encore des samouraïs au sens où nous l'entendrons plus tard, mais ils en sont les ancêtres directs. Ils servent un seigneur, ils combattent à cheval ou à pied, et ils commencent à développer un code d'honneur informel basé sur la loyauté, le courage et la compétence martiale. Les influences venues du continent continuent de se faire sentir. Le bouddhisme arrive au Japon au VIe siècle, apporté par des moines et des diplomates coréens. Cette religion nouvelle fascine autant qu'elle inquiète. Elle promet le salut de l'âme, enseigne la compassion et le détachement, et s'accompagne d'une architecture grandiose, de sculptures magnifiques et de textes sacrés écrits dans des langues étrangères. La cour de Yamato adopte progressivement le bouddhisme, y voyant un moyen de renforcer son prestige et de se rapprocher des grandes civilisations continentales, notamment la Chine, des dynasties Sui puis Tang. Mais cette adoption du bouddhisme ne se fait pas sans résistance. Les anciennes croyances, ce que l'on appellera plus tard le Shinto, continuent d'imprégner profondément la vie quotidienne et la vision du monde des Japonais. Le Shinto vénère les kami, ces esprits ou divinités qui habitent les montagnes, les rivières, les arbres majestueux et même certains objets fabriqués par l'homme. Chaque lieu possède son génie protecteur. Chaque phénomène naturel est l'expression d'une volonté divine. Les guerriers de cette époque, tout en s'ouvrant au bouddhisme, conservent un lien intime avec ces croyances ancestrales. Ils prient les kami avant de partir au combat, purifient leurs armes dans l'eau sacrée des sources et respectent profondément les cycles de la nature. La période Yamato voit aussi l'émergence d'une organisation administrative inspirée du modèle chinois. Des codes de loi sont rédigés, des registres de population sont établis, des taxes sont levées sur les récoltes. Le Japon commence à ressembler à un État centralisé, même si en réalité le pouvoir reste largement fragmenté entre les différents clans régionaux. Ces clans, véritables seigneurs locaux, règnent sur leur domaine avec une autorité presque absolue. Ils entretiennent des armées privées, rendent la justice, collectent les impôts. L'empereur à Yamato, puis plus tard à Nara et à Heian-kyo,
règne en théorie sur tout le Japon, mais en pratique, son pouvoir effectif est souvent limité aux régions centrales et aux alliances qu'il parvient à maintenir avec les clans puissants. Laisse maintenant ton esprit glisser vers le 8e siècle, vers cette période charnière où la capitale japonaise se déplace vers Heian-kyo, l'actuel Kyoto. Nous entrons dans le long et fascinant période Heian, qui s'étendra jusqu'à la fin du XIIe siècle. Heian-kyo signifie « capitale de la paix et de la tranquillité », et pendant quelques décennies, ce nom semble justifié. La cour impériale brille d'un éclat incomparable. C'est l'âge d'or de l'aristocratie japonaise, une époque de raffinement extrême où la poésie, la calligraphie, la musique et l'art de vivre sont poussés à leur sommet. Imagine ces palais aux toits de tuiles vernissées, ces jardins méticuleusement arrangés où chaque pierre, chaque arbre, chaque bassin a été placé selon les principes esthétiques les plus subtils. Les nobles de la cour portent des kimonos somptueux aux couleurs chatoyantes, dont les harmonies sont soigneusement étudiées selon les saisons et les occasions. Les dames de la cour se fardent le visage d'une poudre blanche, noircissent leurs dents selon la mode de l'époque et passent leur journée à composer des poèmes en réponse aux vers que leur adressent leurs admirateurs. La vie à la cour de Heian est une œuvre d'art en soi, un ballet perpétuel de gestes codifiés, de sous-entendus raffinés et de cérémonies élaborées. Mais derrière cette façade brillante se cachent des tensions profondes. Le pouvoir réel de l'empereur s'érode peu à peu au profit de grandes familles aristocratiques, notamment le clan Fujiwara, qui parvient à monopoliser les postes de régent et à marier ses filles aux empereurs successifs. La politique de la cour devient un jeu complexe d'alliances matrimoniales, d'intrigues et de complots. Et pendant ce temps, loin de la capitale, dans les provinces reculées, le contrôle impérial s'affaiblit dangereusement. C'est dans ce contexte que les guerriers, les bushi, commencent véritablement à émerger comme une classe distincte. Le terme bushi signifie littéralement « homme d'armes » ou « guerrier », et il désigne ces hommes qui font du métier des armes leur raison d'être. Contrairement aux nobles de la cour qui se consacrent aux arts et aux intrigues politiques, les bushi vivent dans les provinces, souvent dans des conditions bien plus rudes. Ils sont au service de gouverneurs provinciaux, de grands propriétaires terriens ou de temples bouddhistes qui possèdent eux aussi d'immenses domaines agricoles. Les provinces du Japon à cette époque sont loin d'être pacifiées. Des tribus considérées comme barbares, notamment les Emishi dans le nord-est, résistent farouchement à l'expansion du pouvoir central. Des bandits et des pirates ravagent les campagnes et les côtes. Des conflits éclatent régulièrement entre clans rivaux pour des questions de frontières, d'héritage ou d'honneur. La cour impériale, incapable de maintenir l'ordre par ses propres moyens, fait de plus en plus appel à ses guerriers provinciaux. Elle leur confie des missions de répression, des expéditions punitives, des missions de protection des convois de ravitaillement. Deux clans guerriers émergent progressivement comme les plus puissants et les plus influents, les Taira et les Minamoto. Ces deux familles prétendent toutes deux descendre de la lignée impériale, mais elles ont été écartées de la succession au trône et envoyées dans les provinces pour y faire fortune par les armes. Génération après génération, elles accumulent des terres, recrutent des vassaux, perfectionnent leurs techniques de combat. Elles deviennent indispensables à la cour, qui les appelle régulièrement pour régler les problèmes que les fonctionnaires civils ne peuvent résoudre. Les guerriers de cette époque combattent principalement à cheval, selon des techniques héritées des cavaliers des steppes d'Asie centrale, mais adaptées aux conditions japonaises. Ils portent des armures composées de plaques de métal ou de cuir laqué, reliées entre elles par des cordons de soie, ce qui leur donne une certaine flexibilité, tout en offrant une protection honorable. Leur arme principale est l'arc, le yumi, un arc asymétrique long et puissant qu'ils manient avec une dextérité impressionnante tout en galopant. Le sabre, ancêtre du célèbre katana, est encore considéré comme une arme secondaire, utilisée surtout pour les combats rapprochés ou pour achever un ennemi tombé de cheval. Les combats de cette époque ne ressemblent pas encore aux batailles organisées des périodes ultérieures.
Il s'agit souvent d'escarmouches, de raids, de sièges de petites fortifications. Mais un code d'honneur commence déjà à se former. Un guerrier digne de ce nom doit annoncer son nom et sa lignée avant d'engager le combat. Il cherche à affronter un adversaire de rang équivalent, car vaincre un guerrier réputé apporte gloire et prestige. La tête d'un ennemi vaincu est souvent prélevée comme preuve de la victoire et présentée ensuite au seigneur. Ces pratiques peuvent sembler brutales à nos yeux modernes, mais elles s'inscrivent dans une logique où l'honneur personnel et la réputation de sa famille sont des valeurs suprêmes, parfois même plus importantes que la vie elle-même. La violence n'est cependant pas le seul horizon de ces guerriers. Beaucoup d'entre eux sont également des hommes cultivés, capables de composer des poèmes, de pratiquer la calligraphie, de réciter des textes bouddhiques. Le bouddhisme, en particulier, exerce une influence croissante sur leur mentalité. Les concepts de l'impermanence de toute chose, de la vacuité du moi, de l'acceptation sereine de la mort, résonnent profondément chez ces hommes qui côtoient quotidiennement la violence et le danger. Certains guerriers se retirent dans des monastères à la fin de leur vie. D'autres font des dons généreux au temple pour expier les actes de violence qu'ils ont commis. Cette tension entre la nécessité de tuer et l'aspiration à la paix intérieure, entre le devoir guerrier et l'idéal spirituel, traverse toute l'histoire des samouraïs. Au cours du XIe siècle, les tensions entre les Taira et les Minamoto s'exacerbent. Chaque clan cherche à étendre son influence à la cour, à obtenir des postes prestigieux, à contrôler les richesses des provinces. Des alliances se nouent et se dénouent au gré des circonstances. Des guerres privées éclatent, officiellement pour des questions d'honneur ou de territoire, mais en réalité pour la suprématie politique et économique. La cour impériale, paralysée par ses propres intrigues et affaiblie par des décennies de domination du clan Fujiwara, se révèle incapable de contenir ses forces centrifuges. En 1156, une crise de succession impériale dégénère en conflit armé ouvert dans les rues mêmes de la capitale. C'est la rébellion de Hogen, un affrontement bref mais symboliquement crucial. Pour la première fois, des guerriers en armes pénètrent dans l'enceinte de la capitale impériale et s'affrontent pour décider du sort du trône. Les Taira et les Minamoto se trouvent des deux côtés du conflit, divisés par des calculs politiques complexes. La violence de ce conflit choque profondément la cour, mais elle révèle aussi une vérité désormais incontournable. Le pouvoir réel appartient désormais à ceux qui maîtrisent la force militaire. 3 ans plus tard, en 1159, une nouvelle rébellion éclate, celle de Heiji. À nouveau, les guerriers s'affrontent dans la capitale. Cette fois, c'est le clan Taira, sous la direction du charismatique Taira no Kiyomori, qui sort vainqueur. Les Minamoto sont écrasés, leurs chefs exécutés, leurs domaines confisqués. Seuls quelques enfants sont épargnés, dont un jeune garçon nommé Minamoto no Yoritomo et son demi-frère Yoshitsune. Personne ne se doute alors que ces enfants exilés et humiliés reviendront un jour pour renverser l'ordre établi. Taira no Kiyomori devient l'homme le plus puissant du Japon. Il cumule les titres, les honneurs, les richesses. Il marie sa fille à l'empereur, s'assurant ainsi que son petit-fils régnera un jour. Il fait construire des palais somptueux, contrôle le commerce lucratif avec la Chine, impose sa volonté à la cour. Pendant près de 20 ans, le clan Taira domine le Japon. Mais cette domination s'accompagne d'arrogance et d'excès. Kiyomori et ses proches s'installent confortablement à la cour, adoptent les mœurs raffinées de l'aristocratie et perdent peu à peu contact avec leurs racines guerrières provinciales. Pendant ce temps, dans l'exil et l'obscurité, les survivants du clan Minamoto n'oublient pas. Minamoto no Yoritomo, devenu adulte, noue patiemment des alliances dans l'est du Japon, une région rude et éloignée de la capitale où les guerriers sont encore nombreux et indépendants. Son demi-frère Yoshitsune, élevé dans un monastère puis formé aux arts martiaux, devient un guerrier d'exception, rapide, audacieux, presque légendaire. D'autres clans, jaloux de la puissance des Taira ou lassés de leur hauteur, commencent à se rallier secrètement aux Minamoto.
En 1180, la guerre éclate. Ce sera une guerre longue, impitoyable, qui ravagera le Japon pendant 5 ans. Les batailles se succèdent, du nord au sud de l'archipel. Les monastères bouddhistes eux-mêmes prennent parti, certains soutenant les Taira, d'autres les Minamoto. Les moines guerriers, les Sohei, descendent de leurs montagnes sacrées pour combattre aux côtés de leurs alliés laïcs, mêlant étrangement la spiritualité bouddhiste et la violence guerrière. Les récits de cette guerre, compilés plus tard dans un ouvrage épique intitulé le Heike Monogatari, le dit des Heike, sont remplis d'actes d'héroïsme, de trahison, de moments tragiques et de beauté mélancolique. On y raconte la bataille de Kurikara, où les troupes Minamoto attachèrent des torches enflammées aux cornes de taureaux qu'ils lancèrent dans la nuit contre les lignes ennemies, semant la panique et la déroute. On y évoque la figure de Tomoe Gozen, une femme guerrière au service des Minamoto, réputée pour sa bravoure et son habileté au combat, capable selon la légende de tenir tête à 1000 hommes. On y pleure la mort du jeune Taira no Atsumori, à peine 16 ans, tué sur une plage par un guerrier Minamoto qui, découvrant ensuite la jeunesse et la noblesse de sa victime, fut saisi de remords et se fit moine pour prier pour son âme. La guerre culmine en 1185 avec la bataille navale de Dan-no-ura, dans le détroit qui sépare l'île principale de Honshu de l'île de Kyushu. Les flottes des Taira et des Minamoto s'affrontent dans un combat désespéré. Les Taira, acculés, savent que c'est leur dernière chance, mais les courants marins que les Minamoto connaissent mieux tournent contre eux. La bataille devient un massacre. Les guerriers Taira, voyant la défaite inévitable, préfèrent la mort à la capture. La grand-mère de l'empereur enfant, une dame de la cour Taira, prend le jeune souverain dans ses bras et se jette avec lui dans les vagues, cherchant dans la mort une forme ultime de dignité. D'autres nobles et guerriers Taira les suivent, alourdis par leurs armures, coulant vers le fond de la mer. Les eaux du détroit se teintent de rouge. Le clan Taira est anéanti. Cette victoire de Minamoto no Yoritomo ne marque pas seulement la fin d'une guerre entre deux clans, elle marque une rupture profonde dans l'histoire du Japon. Yoritomo ne cherche pas à s'installer à la cour de Heian-kyo, à singer les manières de l'aristocratie, à jouer le jeu des intrigues palatiales. Il établit son quartier général à Kamakura, une ville côtière de l'Est, loin de la capitale impériale. Il se fait nommer shogun, un titre militaire qui signifie littéralement « grand général pacificateur des barbares », un titre temporaire que l'empereur accordait autrefois pour des campagnes militaires spécifiques. Mais Yoritomo transforme ce titre temporaire en fonction permanente et héréditaire. Il crée une administration parallèle à celle de la cour impériale, une administration entièrement contrôlée par les guerriers et destinée à gouverner les guerriers. C'est la naissance du shogunat, le bakufu, littéralement le gouvernement sous la tente, en référence au quartier général militaire d'une armée en campagne. Désormais, le Japon possède 2 centres de pouvoir. À Heian-kyo, l'empereur continue de régner en théorie, entouré de sa cour raffinée, présidant aux cérémonies religieuses et symboliques. Mais à Kamakura, le shogun gouverne en pratique, contrôle les armées, rend la justice, distribue les terres, collecte les impôts. Ce système dual, parfois source de tensions, parfois remarquablement stable, perdurera sous diverses formes pendant près de 7 siècles, jusqu'à la restauration impériale de 1868. Le shogunat de Kamakura institutionnalise la classe guerrière. Les bushi ne sont plus seulement des soldats au service de tel ou tel seigneur. Ils deviennent une véritable aristocratie militaire, avec ses propres règles, ses propres valeurs, ses propres institutions. Yoritomo établit un système de vassalité directe. Les guerriers importants, les gokenin, prêtent serment de loyauté personnelle au shogun et reçoivent en échange des terres et des privilèges. Ce lien de vassalité, inspiré en partie des modèles féodaux observés indirectement via les relations avec la Chine et la Corée, mais développant aussi ses propres caractéristiques japonaises, structure désormais l'ensemble de la société guerrière.
Les terres attribuées aux guerriers ne sont pas de simples cadeaux. Elles s'accompagnent de devoirs précis, fournir des troupes en cas de guerre, maintenir l'ordre sur son domaine, verser une part des récoltes au shogunat, servir à tour de rôle dans la garnison de Kamakura. Ce système crée un lien de dépendance mutuelle entre le shogun et ses vassaux. Un lien qui n'est pas seulement économique ou politique, mais aussi moral et émotionnel. La loyauté devient la vertu cardinale du guerrier. Trahir son seigneur est le crime le plus abject qui soit, digne de la mort et du déshonneur éternel, non seulement pour le traître, mais pour toute sa lignée. Cette période voit aussi l'émergence progressive du terme « samouraï ». Le mot vient du verbe « saburo », qui signifie « servir » ou « accompagner une personne de haut rang ». Un samouraï est donc étymologiquement celui qui sert, celui qui se tient aux côtés de son maître, prêt à exécuter ses ordres, y compris au péril de sa vie. Ce terme, d'abord réservé aux guerriers de rang moyen au service direct du shogun ou de grands seigneurs, s'étendra progressivement pour désigner l'ensemble de la classe guerrière japonaise. Respire profondément. Laisse les images de ces temps anciens défiler doucement dans ton esprit comme des nuages poussés par le vent. Nous avons remonté ensemble les siècles, depuis les clans tribaux de la période Yayoi jusqu'à l'établissement du premier shogunat à Kamakura. Nous avons vu naître les premiers guerriers, assister à l'émergence des grands clans Taira et Minamoto, contempler leur affrontement tragique et la transformation profonde de la société japonaise qui en résulta. Mais cette histoire est loin d'être terminée. Le shogunat de Kamakura va bientôt être confronté à une menace extérieure sans précédent. Une menace qui viendra de la mer et qui mettra à l'épreuve comme jamais auparavant le courage, la discipline et la détermination des guerriers japonais. Les descendants de Gengis Khan, à la tête du plus vaste empire que le monde ait jamais connu, tourneront leur regard vers les îles du Japon. Et dans cette épreuve du feu, l'identité samouraï se forgera définitivement, trempée comme l'acier d'une lame plongée dans l'eau glacée. Nous sommes maintenant au XIIIe siècle, et le shogunat de Kamakura règne sur un Japon qui connaît une stabilité relative après les tumultes de la guerre Genpei. Les samouraïs se sont installés dans leurs domaines provinciaux, cultivent leurs terres, entraînent leurs fils aux arts martiaux et maintiennent l'ordre dans leurs régions respectives. La vie suit son cours paisible, rythmé par les saisons agricoles, les cérémonies religieuses et les rituels ancestraux. Mais au-delà des mers, sur le continent asiatique, un ouragan se prépare. Kubilai Khan, petit-fils du redoutable Gengis Khan, a achevé la conquête de la Chine et fondé la dynastie Yuan. Son empire s'étend des steppes de Mongolie jusqu'aux jungles du sud de la Chine, des déserts de l'Asie centrale jusqu'aux côtes du Pacifique. Jamais dans l'histoire humaine, un seul homme n'a régné sur un territoire aussi vaste. Mais Kubilai n'est pas satisfait. Il tourne son regard vers la Corée, qu'il soumet après une campagne difficile, puis vers les îles mystérieuses du Japon, ce pays dont les marchands chinois rapportent qu'il regorge d'or et de richesses. En 1268, une ambassade mongole arrive au Japon, portant une lettre de Kubilai Khan. Le ton de cette lettre est à la fois courtois et menaçant. L'empereur mongol se présente comme le maître du monde civilisé et demande au Japon de reconnaître sa suzeraineté et de lui envoyer un tribut. La lettre arrive d'abord à la cour impériale de Kyoto, puis est transmise au shogunat de Kamakura. Le régent du shogun, à cette époque, Hojo Tokimune, un homme encore jeune mais d'une détermination inflexible, lit la lettre avec attention et prend une décision qui scellera le destin de sa génération. Il refuse. Plus encore, il refuse de répondre, considérant que reconnaître l'existence même de cette demande serait déjà une forme de soumission. Les ambassadeurs mongols repartent les mains vides. Kubilai Khan, habitué à voir les royaumes trembler devant lui, envoie d'autres ambassades dans les années qui suivent. Toutes reçoivent le même silence méprisant. Finalement, en 1274, Kubilai perd patience et ordonne la préparation d'une expédition militaire
pour châtier l'insolence japonaise. L'année 1274 voit donc l'assemblage d'une flotte formidable dans les ports coréens. Environ 900 navires transportant quelques 30 000 soldats mongols, chinois et coréens, ainsi que des chevaux, des armes et des provisions pour une longue campagne. C'est une armada comme le Japon n'en a jamais vu, une force capable de balayer n'importe quelle résistance locale. À l'automne de cette année-là, la flotte prend la mer et met le cap vers l'archipel japonais. Les premiers navires mongols apparaissent au large de l'île de Tsushima, une petite île située entre la Corée et le Japon. La garnison japonaise de l'île, commandée par le gouverneur Sosukekuni, ne compte que quelques centaines de samouraïs. Face à la marée mongole, ils savent que leur cause est désespérée. Mais ils combattent néanmoins avec une férocité qui impressionne même leurs ennemis. Sukekuni et ses hommes résistent pendant 2 jours avant d'être submergés. Tous périssent, refusant la reddition. L'île de Iki, plus au nord, connaît le même sort quelques jours plus tard. Puis, la flotte mongole atteint Kyushu, l'île méridionale du Japon, et débarque dans la baie de Hakata. Les samouraïs locaux se rassemblent pour repousser l'invasion. Mais ils découvrent rapidement que leurs ennemis ne combattent pas selon les mêmes règles qu'eux. Les samouraïs ont l'habitude des duels individuels, des défis lancés d'une voix forte, des combats d'honneur entre guerriers de rang équivalents. Les Mongols, eux, pratiquent la guerre totale. Ils combattent en formation compacte, coordonnent leurs mouvements au son de tambours et de gongs, utilisent des armes inconnues des Japonais comme des bombes incendiaires primitives, des tubes de bambou remplis de poudre qui explosent avec un bruit terrifiant et projettent des éclats mortels. Les premières escarmouches tournent à l'avantage des envahisseurs. Les samouraïs, désorientés par ces tactiques nouvelles, subissent de lourdes pertes. Certains clans locaux sont presque anéantis. La panique commence à se répandre. Les temples bouddhistes et les sanctuaires shinto organisent des prières incessantes pour demander l'aide divine. Les moines psalmodient jour et nuit. Les prêtres offrent des sacrifices aux kami protecteurs du Japon. Mais les dieux semblent avoir entendu ces prières. Après quelques jours de combat le long des côtes, une tempête se lève. Le ciel, jusque-là clément, s'assombrit soudainement. Le vent se met à souffler avec une violence croissante. Les vagues enflent, deviennent monstrueuses. La flotte mongole, ancrée dans la baie ou échouée sur les plages, se trouve prise au piège. Les navires s'entrechoquent, se fracassent contre les rochers. Les mâts se brisent comme des brindilles. L'eau envahit les cales. Les chevaux hennissent de terreur. Les hommes tentent désespérément de maintenir leurs embarcations à flot. Les généraux mongols, comprenant que leur flotte est en train d'être détruite, ordonnent la retraite. Ceux qui le peuvent reprennent la mer dans des conditions épouvantables. Beaucoup de navires coulent en chemin. Des milliers de soldats périssent, noyés, leurs armures les entraînant vers le fond. Les samouraïs japonais, profitant du désarroi de l'ennemi, lancent des raids contre les troupes mongoles restées à terre, achevant ceux qui n'ont pu rembarquer. Finalement, après avoir perdu près d'un tiers de ses effectifs, l'armada mongole parvient à regagner la Corée. La première tentative d'invasion du Japon a échoué. Cette tempête providentielle est immédiatement interprétée comme une intervention divine. Les Japonais la nomment kamikaze, le vent divin, le souffle des kami envoyé pour protéger leur terre sacrée. Cette croyance en une protection surnaturelle du Japon contre les invasions étrangères marquera profondément la psyché collective japonaise et ressurgira bien des siècles plus tard dans des circonstances tragiques. Mais Kubilai Khan n'est pas homme à abandonner si facilement. Il envoie de nouvelles ambassades au Japon dans les années qui suivent, exigeant cette fois non plus l'allégeance, mais simplement l'ouverture de relations commerciales. Le régent Hojo Tokimune fait exécuter ses ambassadeurs, un geste d'une insolence inouïe qui équivaut à une déclaration de guerre. Tokimune sait parfaitement ce que cela signifie. Il sait que les Mongols reviendront en force. Il utilise les années qui suivent pour préparer frénétiquement la défense du pays. Des fortifications sont érigées le long des côtes de Kyushu. Ce ne sont pas les palissades de bois traditionnelles, mais des murs de pierre massifs.
hauts de plusieurs mètres, conçus pour empêcher un débarquement facile. Des tours de guet sont construites pour surveiller l'horizon. Des dépôts d'armes et de provisions sont établis à intervalles réguliers. Les samouraïs de tout le Japon sont mobilisés et reçoivent l'ordre de se tenir prêts à converger vers Kyushu au premier signe d'une nouvelle invasion. Tokimun fait aussi appel aux monastères bouddhistes, leur demandant de redoubler de prières et d'offrandes pour garantir la protection divine. Les samouraïs utilisent aussi ce répit pour adapter leur tactique. Ils ont compris lors de la première invasion que leur méthode traditionnelle de combat individuel était inefficace face aux formations mongoles. Ils s'entraînent désormais à combattre en groupe coordonné, à utiliser des lances longues pour tenir à distance les cavaliers ennemis, à construire et défendre des positions fortifiées. Ils développent aussi de nouvelles armes, notamment des épées plus longues et plus robustes, capables de trancher à travers les armures de cuir épais portées par les guerriers mongols. En 1281, 7 ans après la première tentative, la seconde invasion mongole se matérialise. Cette fois, Kubilai a vu les choses en grand. 2 flottes distinctes sont assemblées. L'une, composée de 900 navires et de 40 000 hommes, part de Corée. L'autre, gigantesque, comprend plus de 3 500 navires et 100 000 soldats, principalement des Chinois du Sud récemment conquis. Les 2 flottes doivent se rejoindre au large de Kyushu et lancer une invasion massive et coordonnée. La flotte coréenne arrive la première, au début de l'été. Mais cette fois, elle trouve les défenses japonaises considérablement renforcées. Les murs de pierre bordent les plages. Les samouraïs sont nombreux, bien approvisionnés et déterminés. Les Mongols parviennent à débarquer en quelques endroits, mais ils sont rapidement repoussés. Les combats sont acharnés. Les samouraïs utilisent des petites embarcations rapides pour lancer des raids nocturnes contre les navires mongols ancrés au large, grimpant silencieusement à bord, tuant les équipages dans leur sommeil, incendiant les voiles et les cordages. Ces attaques nocturnes, menées par de petits groupes de guerriers intrépides, deviennent légendaires. Imagine ces samouraïs glissant sur l'eau noire sous un mince croissant de lune, leurs sabres enveloppés de tissu pour éviter tout reflet, leurs visages concentrés, leur cœur battant calmement malgré le danger mortel. Ils incarnent l'esprit du guerrier japonais, poussé à sa plus haute expression. Courage, ingéniosité, abnégation totale au service d'une cause qui les dépasse. Pendant plusieurs semaines, la flotte coréenne tente en vain de percer les défenses japonaises. Puis la seconde flotte, celle venue de Chine, arrive enfin. Les 2 armadas se rejoignent, formant une force écrasante de plus de 4000 navires et de 140 000 hommes. C'est la plus grande force d'invasion jamais assemblée dans l'histoire médiévale de l'Asie orientale. Les généraux mongols sont confiants. Avec une telle puissance, la conquête du Japon semble inévitable. Mais les dieux, ou le hasard, ou simplement les caprices du climat, vont une nouvelle fois intervenir. Au milieu de l'été 1281, alors que les flottes mongoles se préparent à lancer l'assaut final, un typhon d'une violence exceptionnelle s'abat sur la région. Les vents atteignent une puissance dévastatrice. Les vagues hautes comme des montagnes déferlent sur les navires serrés les uns contre les autres dans les baies et les rades. Cette fois, la catastrophe pour les Mongols est totale. Les navires de la flotte chinoise, construits à la hâte avec des matériaux de mauvaise qualité et mal entretenus, se disloquent littéralement. Les coques se fendent, les ponts s'effondrent. Les marins et les soldats sont projetés à la mer. Beaucoup sont piégés dans les cales inondées et périssent noyés sans pouvoir s'échapper. D'autres parviennent à atteindre les côtes, mais là, épuisés, désorientés, privés de leurs armes et de leurs provisions, ils sont méthodiquement traqués et tués par les samouraïs japonais. Certains sont faits prisonniers, mais le sort qui les attend n'est guère enviable. La plupart sont exécutés, quelques-uns sont réduits en esclavage. La tempête dure 2 jours et 2 nuits. Quand elle s'apaise enfin, la mer est jonchée d'épaves et de cadavres. Les plages sont couvertes de débris. On estime que plus de 100 000 hommes ont péri dans ce cataclysme. C'est l'une des plus grandes catastrophes militaires de l'histoire mondiale.
Les survivants, quelques milliers tout au plus, parviennent à regagner le continent sur les navires encore en état de naviguer. Kubilai Khan envisage brièvement une troisième tentative, mais les coûts faramineux des 2 premières expéditions, ajoutés aux difficultés croissantes dans d'autres régions de son empire, l'obligent à y renoncer. Le Japon ne sera jamais conquis par les Mongols. Pour les Japonais, cette double délivrance miraculeuse revêt une signification immense. La conviction que leur pays est protégé par les dieux devient un élément central de l'identité nationale. Les samouraïs, qui ont tenu bon malgré l'immense supériorité numérique de l'ennemi, voient leur prestige monter en flèche. Ils sont désormais les sauveurs de la nation, les remparts vivants contre le chaos extérieur. Le shogunat de Kamakura sort renforcé de cette épreuve, du moins en apparence, car en réalité, ces guerres ont épuisé les ressources du shogunat. Des milliers de samouraïs ont combattu pendant des années, négligeant leurs terres et leurs récoltes. Ils attendent maintenant des récompenses pour leurs services. Traditionnellement, après une guerre victorieuse, le shogun distribue à ses vassaux les terres confisquées à l'ennemi vaincu. Mais dans ce cas, il n'y a pas de terres à distribuer. L'ennemi est reparti au-delà des mers. Le shogunat se trouve dans l'incapacité de satisfaire les attentes de ses guerriers. Des tensions apparaissent. Certains samouraïs s'endettent pour maintenir leur train de vie. D'autres perdent leur domaine, incapables de payer leurs créanciers. Le mécontentement gronde. Parallèlement à ces difficultés économiques, le XIIIe et le XIVe siècle voient une transformation profonde de la spiritualité guerrière. Le bouddhisme zen, venu de Chine mais adapté au contexte japonais, connaît un succès grandissant auprès des samouraïs. Le zen met l'accent sur la méditation assise, le zazen, comme moyen d'atteindre l'éveil. Il enseigne que la vérité ultime ne peut être saisie par les mots ou les raisonnements intellectuels, mais seulement par l'expérience directe et intuitive. Il valorise la simplicité, le dépouillement, la discipline mentale rigoureuse. Ces valeurs résonnent profondément chez les guerriers. Le zen leur offre une voie pour affronter sereinement la mort omniprésente, pour cultiver la concentration nécessaire au combat, pour trouver une forme de paix intérieure malgré la violence de leur existence. Des monastères zen comme Kenshoji ou Engakuji à Kamakura deviennent des centres d'influence importants, fréquentés assidûment par les samouraïs qui viennent y pratiquer la méditation, écouter les enseignements des maîtres et discuter de philosophie entre 2 campagnes militaires. Le zen influence aussi les arts martiaux. La pratique du sabre, le kenjutsu, devient progressivement plus qu'une simple technique de combat. Elle se transforme en une voie spirituelle, un moyen de cultiver l'esprit autant que le corps. Les maîtres d'armes commencent à enseigner que le véritable adversaire n'est pas l'ennemi extérieur, mais les propres illusions et peurs du guerrier. Vaincre ses ennemis intérieurs par la méditation et l'entraînement rigoureux devient l'objectif ultime. Cette fusion entre arts martiaux et spiritualité zen donnera naissance, bien des siècles plus tard, au concept de Bushido, la voie du guerrier. Au début du XIVe siècle, le shogunat de Kamakura entre dans une phase de déclin terminal. Les régents Hojo, qui gouvernent au nom de shoguns devenus de simples marionnettes, sont de plus en plus impopulaires. Les samouraïs leur reprochent leur incapacité à les récompenser après les guerres mongoles. La cour impériale à Kyoto, marginalisée depuis plus d'1 siècle, voit dans cette faiblesse une occasion de reconquérir le pouvoir perdu. En 1331, l'empereur Go-Daigo, un homme ambitieux et déterminé, décide d'agir. Il noue des alliances secrètes avec des seigneurs mécontents, promet des terres et des honneurs à ceux qui le soutiendront, et lance une rébellion contre le shogunat. Les combats éclatent un peu partout dans le pays. 2 généraux émergent comme les figures militaires dominantes de cette guerre civile. Ashikaga Takauji et Nita Yoshisada, tous 2 descendants du clan Minamoto. Yoshisada reste fidèle à l'empereur Go-Daigo. En 1333, il marche sur Kamakura à la tête d'une armée déterminée. Après des combats acharnés, il parvient à prendre la ville. Le dernier régent Hojo,
voyant la défaite inévitable, se fait seppuku, ce suicide rituel par éventration qui deviendra l'un des symboles les plus connus de la culture samouraï. Avec sa mort, s'éteint le shogunat de Kamakura, qui avait gouverné le Japon pendant près de 150 ans. L'empereur Go-Daigo s'installe à Kyoto et tente d'instaurer un gouvernement impérial direct, écartant les guerriers du pouvoir. Mais cette tentative de restauration impériale, connue sous le nom de restauration Kenmu, est un échec. Go-Daigo se révèle incapable de gouverner efficacement. Ses réformes sont maladroites, ses partisans se disputent les récompenses, son administration se montre corrompue et inefficace. Surtout, il sous-estime gravement Ashikaga Takauji. Takauji avait d'abord soutenu l'empereur, mais rapidement il comprend que la restauration impériale ne fonctionne pas et qu'elle ne sert pas ses intérêts. En 1336, il se retourne contre Go-Daigo, chasse l'empereur de Kyoto et installe à sa place un empereur fantoche issu d'une branche rivale de la famille impériale. Go-Daigo s'enfuit vers le sud, dans les montagnes de Yoshino, où il établit une cour impériale concurrente. Le Japon se retrouve ainsi avec deux empereurs, deux cours impériales et deux légitimités qui s'affrontent. Cette période trouble, connue sous le nom de l'époque des cours du Nord et du Sud, durera plus de 50 ans. Ashikaga Takauji se fait nommer shogun en 1338, fondant ainsi le shogunat Ashikaga, également appelé shogunat Muromachi, du nom du quartier de Kyoto où il établit son siège. Contrairement à Yoritomo qui avait gardé ses distances avec la cour impériale en restant à Kamakura, Takauji choisit de s'installer à Kyoto même. Ce choix aura des conséquences importantes. Le shogunat Ashikaga sera plus cultivé, plus raffiné, plus imprégné de la culture aristocratique traditionnelle que ne l'était le shogunat de Kamakura. Mais il sera aussi plus faible, plus divisé, plus dépendant des équilibres précaires entre les grands clans régionaux. Le XIVe et le XVe siècle sous les Ashikaga sont une période fascinante et complexe. D'un côté, c'est un âge d'or culturel. Le troisième shogun Ashikaga, Yoshimitsu, est un mécène éclairé qui favorise les arts, la littérature, l'architecture. C'est sous son règne que le théâtre No atteint sa forme classique grâce au génie de Zeami. Les jardins secs, ces arrangements austères de rochers et de sable ratissé qui incarnent la sensibilité zen, se multiplient dans les temples de Kyoto. L'art de la cérémonie du thé, le shanoyu, se développe et se ritualise. La peinture à l'encre noire, influencée par les modèles chinois mais développant un style proprement japonais, produit des œuvres d'une beauté contemplative extraordinaire. Mais d'un autre côté, c'est aussi une période de grande instabilité politique et militaire. Le pouvoir du shogun sur les provinces est ténu. Les daimyo, ces seigneurs régionaux qui contrôlent de vastes domaines, sont de plus en plus indépendants. Ils se font la guerre entre eux pour des questions de frontières, d'alliances matrimoniales, de prestige. Le shogunat tente de maintenir un équilibre en jouant les uns contre les autres, en distribuant des titres et des privilèges, en intervenant parfois militairement pour soutenir tel ou tel camp. Mais c'est un équilibre fragile qui menace constamment de basculer dans le chaos. Les samouraïs de cette époque sont très différents de ceux des siècles précédents. Ils sont plus cultivés, plus raffinés. Beaucoup pratiquent la poésie, la calligraphie, la cérémonie du thé. Ils fréquentent les monastères zen, discutent de philosophie et d'esthétique. Certains deviennent de véritables artistes, créant des œuvres d'art qui témoignent de la sensibilité exquise du Japon médiéval. Mais ils restent avant tout des guerriers, entraînés dès l'enfance au maniement des armes, prêts à tuer et à mourir pour leur seigneur. L'entraînement d'un jeune samouraï à cette époque est extrêmement rigoureux. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, le garçon né dans une famille de samouraïs commence à apprendre les rudiments du combat. Il s'exerce avec des sabres de bois, apprend à tirer à l'arc, monte à cheval. Mais il apprend aussi à lire et à écrire, étudie les classiques chinois, pratique la calligraphie. L'idéal est de former un homme complet, maîtrisant à la fois les arts de la guerre
et les arts de la paix, capables de se battre férocement sur le champ de bataille, mais aussi de composer un poème émouvant ou de participer avec grâce à une cérémonie du thé. Vers le milieu du XVe siècle, cet équilibre fragile commence à se fissurer de manière irréversible. En 1467 éclate la guerre d'Onin, un conflit qui ravagera Kyoto pendant plus de 10 ans et marquera le début d'une période que les historiens nomment Sengoku Jidai, l'âge des provinces en guerre. Cette ère tumultueuse durera près d'1 siècle et demi, jusqu'à la réunification du pays à la fin du XVIe siècle. La guerre d'Onin commence comme tant d'autres conflits de l'époque par une querelle de succession. Deux puissants daimyo, Hosokawa Katsumoto et Yamana Sozen, soutiennent des candidats rivaux pour diverses successions dans de grandes familles. Les alliances se forment, les armées se mobilisent. Bientôt, plus de 100 000 samouraïs convergent vers Kyoto, la capitale impériale et siège du shogunat. La ville devient un champ de bataille. Les combats dans les rues de Kyoto sont d'une violence inouïe. Les quartiers entiers brûlent, les temples millénaires, les palais aristocratiques, les bibliothèques précieuses, tout est détruit dans les flammes. Les moines bouddhistes fuient avec ce qu'ils peuvent sauver de leurs trésors. Les nobles de la cour impériale se réfugient dans leurs domaines provinciaux. Le shogun lui-même devient une simple figure décorative, incapable d'imposer sa volonté aux belligérants. Kyoto, cette ville raffinée qui était le cœur culturel du Japon depuis des siècles, est réduite en cendres. Mais le plus remarquable dans cette guerre n'est pas tant sa violence que son issue. Après 10 ans de combats acharnés, les deux camps sont épuisés. Les deux leaders originaux, Hosokawa et Yamana, sont morts. Leurs successeurs signent finalement une paix, mais cette paix ne résout rien. Les questions de succession qui avaient déclenché le conflit restent sans réponse. Les alliances se défont. Chacun retourne dans ses provinces. Et là, loin du regard affaibli du shogunat, les daimyo comprennent qu'ils sont désormais libres de faire ce qu'ils veulent. C'est le début de l'âge des provinces en guerre, une période où le Japon se fragmente en dizaines de domaines indépendants, chacun gouverné par un seigneur de guerre qui ne reconnaît aucune autorité supérieure. Le shogunat Ashikaga continue d'exister nominalement à Kyoto, mais il ne contrôle plus qu'une petite région autour de la capitale. L'empereur, naturellement, demeure une figure encore plus impuissante, vénérée en théorie, mais dépourvue de tout pouvoir réel. Dans ce contexte chaotique, émerge un nouveau principe que les Japonais nomment Gekokujo, le règne de ceux d'en bas sur ceux d'en haut. C'est l'idée qu'un homme de basse extraction, s'il possède suffisamment de talent militaire, de ruse et de détermination, peut renverser son seigneur et prendre sa place. C'est une rupture radicale avec l'ordre social traditionnel qui reposait sur l'hérédité et la naissance. Désormais, le mérite compte plus que le lignage. C'est l'ère des hommes nouveaux, des généraux sortis de nulle part, qui bâtissent des empires éphémères sur les ruines de l'ancien ordre. Les guerres de cette période sont incessantes. Chaque printemps, dès que les routes redeviennent praticables après l'hiver, les armées se mettent en marche. Les paysans sont arrachés à leurs champs pour servir comme fantassins, porteurs de lances ou d'arquebuses. Car une innovation technologique majeure arrive au Japon au milieu du XVIe siècle et transforme complètement l'art de la guerre. Les armes à feu. En 1543, un navire portugais fait naufrage sur l'île de Tanegashima, au sud de Kyushu. À son bord se trouvent plusieurs arquebuses, ces armes à feu portatives qui commencent à se répandre en Europe. Le seigneur local, fasciné par ces objets mystérieux capables de tuer à distance avec un bruit de tonnerre, les achète à prix d'or. Il ordonne à ses forgerons de les reproduire. En quelques années, les arquebuses japonaises, appelées Tanegashima du nom de l'île, sont produites en masse dans tout le pays. L'impact de cette arme sur la société des samouraïs est considérable. Pendant des siècles, le combat au sabre avait été l'apanage exclusif des guerriers entraînés depuis l'enfance. Un samouraï maître du sabre était presque invincible face à des adversaires moins qualifiés. Mais avec l'arquebuse, un paysan recruté la veille peut, après quelques heures d'entraînement,
abattre le plus redoutable des samouraïs d'une seule balle. La valeur individuelle du guerrier compte moins. Ce qui compte désormais, c'est le nombre, l'organisation, la tactique collective. Certains daimyo comprennent rapidement l'importance de cette nouvelle arme. Oda Nobunaga, un seigneur relativement mineur de la province d'Owari, fait partie de ces visionnaires. Nobunaga est né en 1534 dans une famille de samouraïs de rang moyen. Jeune homme, il se fait remarquer par son comportement excentrique et ses manières peu conventionnelles. Ses contemporains le surnomment le fou d'Owari. Il néglige les cérémonies traditionnelles, s'habille de manière extravagante, fréquente des marchands et des étrangers, ce qui est considéré comme indigne d'un samouraï. Mais sous cette façade excentrique se cache un esprit militaire de premier ordre et une ambition démesurée. En 1560, Nobunaga remporte une victoire décisive à la bataille d'Okehazama. Son armée, qui ne compte que 3000 hommes, affronte une force ennemie de 25 000 soldats menée par Imagawa Yoshimoto, l'un des daimyo les plus puissants de l'époque. Nobunaga utilise une tactique audacieuse. Profitant d'un orage violent, il lance une attaque surprise contre le campement ennemi, parvient à atteindre le quartier général d'Imagawa et tue personnellement le seigneur rival. Privé de son chef, l'armée ennemie se désagrège. Cette victoire incroyable propulse Nobunaga sur la scène nationale. Au cours des années suivantes, Nobunaga étend méthodiquement son pouvoir. Il conquiert province après province, écrasant tous ceux qui lui résistent. Sa stratégie est simple, la guerre totale. Contrairement aux guerres traditionnelles qui épargnaient souvent les civils et respectaient certaines conventions, Nobunaga n'hésite pas à massacrer les populations entières des régions qui lui résistent. Il brûle les temples bouddhistes dont les moines guerriers s'opposent à lui. En 1571, il attaque le mont Hiei, le centre religieux le plus sacré du bouddhisme japonais, et ordonne le massacre de milliers de moines et de fidèles. Les bâtiments sont incendiés, les bibliothèques précieuses réduites en cendres. Cet acte de barbarie choque profondément le Japon, mais il envoie aussi un message clair. Nobunaga ne respecte aucune tradition, aucune autorité religieuse. Seul compte la réunification du pays sous son commandement. Parallèlement à ses conquêtes militaires, Nobunaga encourage le commerce et l'innovation. Il abolit les barrières douanières qui fragmentent l'économie, protège les marchands, favorise l'importation de technologies étrangères. Les missionnaires chrétiens européens, principalement des jésuites portugais, arrivent au Japon à cette époque et trouvent en Nobunaga un protecteur inattendu. Nobunaga n'est pas particulièrement intéressé par le christianisme en tant que religion, mais il voit dans ces étrangers une source de connaissances utiles et un contrepoids au pouvoir des monastères bouddhistes qu'il déteste. En 1568, Nobunaga entre dans Kyoto avec son armée et restaure nominalement l'autorité du shogunat Ashikaga, plaçant sur le trône shogunal un homme qu'il peut contrôler. Mais tout le monde comprend que le véritable pouvoir appartient désormais à Nobunaga. Il ne prend pas le titre de shogun lui-même, considérant peut-être que son lignage n'est pas assez prestigieux, ou simplement parce qu'il préfère exercer le pouvoir réel sans se soucier des titres honorifiques. Mais Nobunaga a aussi de nombreux ennemis. Son style de gouvernement impitoyable, son mépris des traditions, sa cruauté calculée lui aliène de nombreux samouraïs attachés aux anciennes valeurs. En 1582, alors qu'il séjourne dans un temple de Kyoto, appelé Onnoji, avec seulement une petite escorte, l'un de ses propres généraux, Akechi Mitsuhide, se retourne contre lui et attaque le temple avec une armée. Nobunaga, pris au piège, se bat jusqu'au bout, puis se fait seppuku pour éviter la capture. Ses rêves de réunification semblent mourir avec lui. Mais un autre homme est prêt à reprendre le flambeau. Toyotomi Hideyoshi, l'un des généraux les plus fidèles de Nobunaga, apprend la trahison alors qu'il mène campagne dans l'ouest du Japon. Il conclut immédiatement une paix précipitée avec ses adversaires, force marche son armée vers Kyoto
et affronte Akechi Mitsuhide moins de 2 semaines après l'assassinat de Nobunaga. Mitsuhide est vaincu et tué. Hideyoshi se pose ainsi en vengeur de son maître et en successeur légitime de son projet de réunification. L'ascension d'Hideyoshi est remarquable, car il est l'incarnation parfaite du principe Gekokujo. Il est né paysan, fils d'un simple fantassin sans terre ni nom. Dans l'ancien ordre, un homme de sa condition n'aurait jamais pu devenir samouraï, encore moins général, et certainement pas dirigeant du Japon. Mais les temps ont changé. Hideyoshi a servi Nobunaga depuis sa jeunesse, gravissant les échelons grâce à son intelligence, sa loyauté et son génie tactique. Nobunaga l'avait surnommé le singe à cause de son visage jugé laid, mais il reconnaissait son talent exceptionnel. Hideyoshi poursuit l'œuvre de Nobunaga avec encore plus d'efficacité. En moins de 10 ans, il parvient à soumettre ou à neutraliser tous les grands daimyos du Japon. Il use autant de diplomatie que de force militaire. Quand il le peut, il préfère négocier, offrir des alliances avantageuses, marier ses sœurs ou ses filles à des seigneurs rivaux pour sceller des pactes. Quand la négociation échoue, il frappe vite et fort. En 1590, le Japon est enfin réunifié sous son autorité. C'est la première fois depuis le début de l'âge des provinces en guerre, plus d'un siècle auparavant, que le pays connaît une paix relative. Mais Hideyoshi, comme Nobunaga avant lui, ne peut prendre le titre de shogun. Son origine paysanne rend cela impossible selon les règles rigides du système japonais. Il se fait donc nommer Kampaku, régent impérial, un titre civil qui lui permet néanmoins d'exercer un pouvoir absolu. Il entreprend aussi de consolider son pouvoir par des mesures administratives radicales. Il ordonne un recensement complet des terres cultivées et de la production agricole, permettant une taxation plus efficace. Il confisque toutes les armes détenues par les paysans dans ce qu'on appelle la chasse au sabre, garantissant ainsi que seuls les samouraïs porteront désormais des armes et qu'aucune révolte paysanne ne pourra menacer l'ordre établi. Cette séparation stricte entre samouraïs et paysans, entre guerriers et producteurs, fige la société japonaise en castes distinctes. Un paysan ne peut plus devenir samouraï comme Hideyoshi l'a fait. Les artisans et les marchands forment leur propre catégorie. Chacun doit rester dans la classe où il est né. C'est un système rigide qui perdurera pendant les 3 siècles suivants. Hideyoshi, une fois le Japon pacifié, regarde au-delà des mers. Son ambition démesurée le pousse à envisager la conquête de la Chine. En 1592, il envoie un ultimatum à la Corée, exigeant le libre passage de ses armées pour attaquer la dynastie Ming. Les Coréens refusent. Hideyoshi lance alors une invasion massive de la péninsule coréenne avec plus de 150 000 soldats. C'est la plus grande expédition militaire japonaise à l'étranger avant le XXe siècle. Au début, les armées japonaises remportent des victoires écrasantes. Leur expérience acquise lors d'un siècle de guerre incessante, combinée à leur maîtrise des arquebuses, leur donne un avantage décisif sur les troupes coréennes mal préparées. En quelques mois, les Japonais conquièrent presque toute la péninsule. Mais rapidement, la situation se complique. Les Coréens organisent une résistance acharnée. L'amiral Yi Sun-sin, commandant une flotte de navires blindés appelés bateaux tortues, inflige des défaites cuisantes à la marine japonaise, coupant les lignes d'approvisionnement. La Chine envoie des armées massives pour soutenir son vassal coréen. Les Japonais se retrouvent enlisés dans une guerre d'usure qu'ils ne peuvent gagner. En 1598, après 6 ans de combats sanglants et coûteux, Hideyoshi meurt. Ses dernières volontés sont que ses généraux se retirent de Corée. L'aventure continentale se termine ainsi en échec, laissant des dizaines de milliers de morts et une rancœur durable entre le Japon et la Corée. Mais cette guerre aura aussi des conséquences culturelles inattendues. De nombreux artisans coréens, notamment des potiers, sont capturés et emmenés au Japon, où ils introduisent de nouvelles techniques de céramique qui enrichiront l'art japonais. À la mort d'Hideyoshi, le Japon se retrouve une fois de plus face à une crise de succession. Hideyoshi laisse un fils encore enfant, Hideyori,
Il a confié la régence à un conseil de 5 grands daimyo, espérant qu'ils gouverneront collectivement jusqu'à ce que son fils soit en âge de prendre le pouvoir. Mais l'un de ces 5 hommes a d'autres projets. Tokugawa Ieyasu, le plus puissant et le plus rusé d'entre eux, attend patiemment son heure. Ieyasu est un survivant. Il a navigué les eaux dangereuses de l'âge des provinces en guerre avec une prudence calculée, s'alliant tantôt avec Nobunaga, tantôt avec Hideyoshi, toujours du côté du vainqueur probable, accumulant progressivement terres et pouvoirs. Il contrôle maintenant la région du Kanto, la plaine fertile autour de l'actuel Tokyo, et commande la loyauté de nombreux daimyo. 2 ans après la mort de Hideyoshi, les tensions entre Ieyasu et ses rivaux atteignent le point de rupture. En 1600 se déroule la bataille de Sekigahara, l'une des batailles les plus décisives de l'histoire japonaise. 2 armées immenses s'affrontent dans une vallée brumeuse du centre du Japon. D'un côté, Ieyasu et ses alliés, l'armée de l'Est. De l'autre, les fidèles de la famille Toyotomi et leurs partisans, l'armée de l'Ouest. Au total, près de 200 000 samouraïs participent à cette confrontation titanesque. La bataille commence à l'aube et fait rage toute la matinée. Les arquebuses tonnent, les sabres s'entrechoquent, les chevaux hennissent, les bannières tourbillonnent dans la fumée et le brouillard. Pendant des heures, l'issue reste incertaine. Mais Ieyasu a secrètement négocié avec certains généraux de l'armée ennemie. À midi, au moment crucial, plusieurs de ces généraux retournent leurs vestes et attaquent leurs propres alliés. L'armée de l'Ouest, prise par surprise, s'effondre. C'est une déroute totale. Les chefs de l'armée vaincus sont capturés et exécutés dans les jours qui suivent. Cette victoire donne à Ieyasu un pouvoir incontesté sur le Japon. En 1603, l'empereur lui accorde le titre de shogun, fondant ainsi le shogunat Tokugawa, qui gouvernera le pays pendant plus de 250 ans. Ieyasu établit sa capitale à Edo, un petit village de pêcheurs qui deviendra la gigantesque métropole de Tokyo. Il laisse Kyoto à l'empereur et à la cour impériale, maintenant la fiction d'une continuité avec le passé, mais le véritable pouvoir réside désormais à Edo. Le jeune Hideyori, fils d'Hideyoshi, reste une menace potentielle tant qu'il vit. Ieyasu attend patiemment, consolidant son pouvoir, s'assurant de la loyauté des daimyo. Finalement, en 1614, il trouve un prétexte pour attaquer le château d'Osaka, où Hideyori s'est réfugié avec ses derniers partisans. Le siège dure plusieurs mois. Le château d'Osaka, l'une des forteresses les plus impressionnantes jamais construites au Japon, résiste vaillamment. Mais finalement, trahi de l'intérieur, le château tombe. Hideyori se fait seppuku. La lignée de Toyotomi Hideyoshi s'éteint. Plus rien ne menace désormais la domination des Tokugawa. Ieyasu et ses successeurs vont transformer radicalement le Japon. Ils imposent un ordre rigide après plus d'1 siècle de chaos. Les daimyo sont étroitement surveillés, obligés de résider alternativement dans leur fief et à Edo, où le shogun peut les contrôler. Leurs familles sont gardées en otage permanent dans la capitale. Toute velléité d'indépendance est sévèrement réprimée. Le pays se ferme progressivement au monde extérieur. Les chrétiens, devenus trop nombreux et perçus comme une menace pour la stabilité, sont persécutés impitoyablement. Les contacts avec l'étranger sont strictement limités à un petit port commercial, Nagasaki, où seuls les Hollandais et les Chinois sont autorisés à commercer. Cette période, que les historiens nomment l'époque d'Edo ou le Bakufu Tokugawa, sera caractérisée par une paix remarquable. Pendant 2 siècles et demi, aucune guerre civile majeure ne déchirera le Japon. Les samouraïs, privés de bataille, se transforment progressivement en bureaucrates et en administrateurs. Ils conservent leurs sabres comme symbole de leur statut, mais beaucoup ne les dégaineront jamais en combat réel. L'art du sabre devient de plus en plus stylisé, presque une danse rituelle plutôt qu'une technique de combat pratique. La paix imposée par les Tokugawa transforme le Japon en profondeur. Pour la première fois depuis des siècles, les paysans peuvent cultiver leurs champs sans craindre le passage dévastateur des armées. Les routes deviennent sûres, le commerce prospère, les villes grandissent.
une classe marchande s'enrichit considérablement, bien qu'elle reste officiellement au bas de la hiérarchie sociale, en dessous des samouraïs, des paysans et des artisans. Cette contradiction entre le statut théorique et la richesse réelle des marchands créera des tensions sociales croissantes au fil des décennies. À Edo, la population explose. De simples villages de pêcheurs, la capitale shogunale devient en quelques générations l'une des villes les plus peuplées du monde, rivalisant avec Londres et Paris. Au début du XVIIIe siècle, Edo compte déjà plus d'1 million d'habitants. C'est une ville de contrastes saisissants. Les vastes résidences fortifiées des daimyo occupent près de la moitié de l'espace urbain. Chaque seigneur est tenu de maintenir une demeure à Edo, où lui-même et sa famille doivent résider une année sur 2, laissant des otages permanents quand ils retournent dans leur fief. Ces quartiers aristocratiques sont paisibles, ordonnés, entourés de murailles et de jardins soigneusement entretenus. Mais au-delà de ces enclaves privilégiées, s'étend un labyrinthe de ruelles étroites où vit le petit peuple d'Edo, artisans, marchands, serviteurs, ouvriers, acteurs, courtisanes, moines errants, et ces samouraïs sans maître qu'on appelle ronins, des guerriers qui ont perdu leur seigneur et errent en marge de la société, parfois nobles et tragiques, parfois simplement misérables. Ce monde populaire d'Edo développe une culture vibrante et distincte, un style de vie que les contemporains nommeront ukiyo, le monde flottant, une philosophie qui embrasse l'éphémère et trouve la beauté dans les plaisirs fugaces de l'existence. Les quartiers de plaisir, comme le célèbre Yoshiwara, deviennent des centres de raffinement culturel où se développent de nouvelles formes d'art. Les estampes sur bois, ukiyo-e, capturent des scènes de ce monde flottant. Acteurs de kabuki figés dans des poses dramatiques, courtisanes parées de kimonos somptueux, paysages du mont Fuji sous différents éclairages, vagues stylisées déferlant avec une puissance graphique saisissante. Ces images, produites en masse et vendues à des prix modestes, circulent dans tout le Japon et finiront par influencer profondément l'art européen au XIXe siècle quand elles seront découvertes par les impressionnistes et les post-impressionnistes. Le théâtre kabuki, avec ses acteurs exclusivement masculins jouant aussi bien les rôles féminins que masculins, ses maquillages exagérés, ses costumes flamboyants et ses intrigues mélodramatiques, devient un divertissement immensément populaire. Les acteurs célèbres sont traités comme des idoles, leurs moindres gestes copiés par les citadins à la mode. Le bunraku, théâtre de marionnettes où des manipulateurs visibles sur scène animent des figures de bois grandeur nature sur des récits chantés, atteint également des sommets de sophistication artistique. La littérature connaît un âge d'or. Matsuo Basho, un samouraï de rang modeste devenu moine itinérant, élève le haïku, ce poème de 17 syllabes, au rang d'art majeur. Ces recueils de voyages, alternant prose poétique et haïku, capturent l'essence du Japon rural avec une simplicité trompeuse qui cache des profondeurs de sens. Un vieil étang, une grenouille qui saute, le bruit de l'eau, et dans ces quelques mots se déploie tout un univers de silence et d'impermanence. Shikamatsu Monzemon écrit des pièces pour le théâtre bunraku qui explorent avec une intensité tragique les conflits entre devoir et passion, ces dilemmes où l'honneur exige des sacrifices impossibles et où l'amour mène inévitablement à la mort. Les samouraïs, privés de guerre, deviennent des bureaucrates et des érudits. Le bakufu encourage les études confucéennes qui légitiment l'ordre hiérarchique et prêchent la loyauté, la piété filiale et le respect des supérieurs. Des académies se multiplient où les jeunes samouraïs apprennent non seulement les arts martiaux, mais aussi la calligraphie, la poésie, l'histoire, la philosophie. Un idéal se cristallise, celui du samouraï lettré, aussi habile avec le pinceau qu'avec le sabre, incarnant à la fois la force martiale et le raffinement culturel. Mais cette paix prolongée pose aussi des problèmes croissants. Les samouraïs reçoivent toujours leur salaire en riz, mesuré en koku, la quantité nécessaire pour nourrir un homme pendant un an. Or, dans une économie de plus en plus monétarisée, ce système devient dysfonctionnel.
Les samouraïs doivent échanger leur riz contre de l'argent pour acheter les produits manufacturés dont ils ont besoin. Les marchands qui contrôlent ces transactions s'enrichissent aux dépens des guerriers. Beaucoup de samouraïs s'endettent. Certains, dans leur désespoir, abandonnent leur statut et rejoignent les rangs des marchands ou des artisans. D'autres sombrent dans la misère tout en conservant fièrement leurs deux sabres, symbole désormais vide d'une grandeur passée. Les daimyos eux-mêmes, obligés de maintenir des résidences fastueuses à Edo et de financer les voyages réguliers entre la capitale et leur fief avec des cortèges de centaines ou de milliers de personnes, se ruinent progressivement. Beaucoup empruntent massivement aux marchands. Le bakufu lui-même est chroniquement à court d'argent. Plusieurs fois au cours du XVIIIe siècle, le gouvernement tente des réformes pour restaurer l'économie et les valeurs austères des premiers temps du shogunat, mais ces réformes échouent invariablement face aux réalités d'une société qui a profondément changé. Le Japon est officiellement fermé au monde extérieur depuis les années 1630, quand le bakufu a expulsé les missionnaires chrétiens, interdit le christianisme sous peine de mort et limité drastiquement les contacts avec l'étranger. Seul le port de Nagasaki reste ouvert, où les Hollandais sont confinés sur une minuscule île artificielle appelée Dejima. Les Chinois peuvent également commercer, mais sous surveillance stricte. Chaque année, quelques navires hollandais arrivent, déchargent leurs marchandises et repartent. Les Hollandais doivent remettre au bakufu des rapports sur les événements mondiaux. C'est ainsi que le gouvernement japonais reste vaguement informé de ce qui se passe dans le reste du monde, bien que ces informations soient souvent déformées ou incomplètes. Mais au XIXe siècle, le monde extérieur refuse de rester à distance. Les puissances occidentales, l'Angleterre, la France, la Russie et surtout les États-Unis cherchent à ouvrir le Japon au commerce. Des navires étrangers apparaissent de plus en plus fréquemment au large des côtes japonaises. Le bakufu les repousse, ordonne aux autorités locales de tirer sur tout navire qui tente d'accoster. Mais chacun sent que cette situation ne peut durer indéfiniment. En 1853, une flotte américaine commandée par le commodore Matthew Perry entre dans la baie d'Edo. 4 navires de guerre, dont 2 à vapeur, les premières coques noires que les Japonais voient de leurs yeux. Les canons de ces navires pourraient réduire en cendres la capitale shogunale. Perry porte une lettre du président américain demandant l'ouverture du Japon au commerce et la protection des marins américains naufragés. Le bakufu, pris au dépourvu, demande du temps pour réfléchir. Perry accepte de revenir l'année suivante pour obtenir une réponse. Pendant les mois qui suivent, le Japon est en effervescence. Pour la première fois de son histoire, le bakufu consulte les daimyos sur une question de politique nationale. Les opinions sont profondément divisées. Certains veulent combattre, préserver à tout prix l'isolement sacré du Japon. D'autres, plus réalistes, comprennent que la technologie militaire occidentale est trop avancée pour être affrontée avec succès. Quelques intellectuels commencent à étudier sérieusement les sciences occidentales et comprennent l'ampleur du retard technologique du Japon. Quand Perry revient en 1854 avec une flotte encore plus imposante, le bakufu cède et signe un traité ouvrant 2 ports au commerce américain. D'autres traités suivent rapidement avec l'Angleterre, la Russie, la France et les Pays-Bas. Ces traités sont humiliants pour le Japon. Ils accordent aux étrangers le droit d'extraterritorialité, ce qui signifie que les ressortissants occidentaux au Japon ne sont pas soumis aux lois japonaises, mais relèvent de leurs propres tribunaux consulaires. Les tarifs douaniers sont fixés à des niveaux très bas, favorisant les importations occidentales au détriment des producteurs japonais. C'est exactement le type de traités inégaux que les puissances occidentales ont imposé à la Chine après les guerres de l'opium. La signature de ces traités déclenche une crise politique majeure. Beaucoup de samouraïs, surtout dans les fiefs du sud-ouest, comme Satsuma et Choshu, qui ont conservé une tradition martiale plus vivace et un esprit d'indépendance vis-à-vis du bakufu, sont furieux. Leur slogan devient Sono-joie, révérer l'empereur et expulser les barbares. C'est une combinaison explosive qui remet en question la légitimité même du shogunat.
Si le shogun ne peut pas protéger le Japon des étrangers, si l'empereur lui-même désapprouve les traités, alors pourquoi le shogun devrait-il continuer à gouverner? Des incidents violents se multiplient. Des samouraïs extrémistes attaquent des étrangers dans les rues. Des diplomates sont assassinés. En représailles, des flottes occidentales bombardent des villes japonaises. Le Bakufu se retrouve pris entre les exigences des puissances étrangères qu'il ne peut satisfaire et la colère de ses propres samouraïs qu'il ne peut apaiser. Progressivement, les domaines de Satsuma et Choshu, après avoir eux-mêmes affronté militairement les Occidentaux et compris l'inutilité de la résistance directe, changent de stratégie. Ils abandonnent le slogan d'expulsion des barbares et se concentrent sur la révérence envers l'empereur. Leur nouveau but devient le renversement du shogunat et la restauration du pouvoir impérial. Ils achètent secrètement des armes modernes aux marchands occidentaux, entraînent leurs troupes selon les méthodes occidentales et tissent des alliances avec d'autres domaines mécontents. En 1867, le jeune shogun Tokugawa Yoshinobu, réalisant que sa position est devenue intenable, prend une décision extraordinaire. Il démissionne volontairement et rend le pouvoir à l'empereur. Il espère probablement conserver un rôle important dans le nouveau gouvernement, mais les clans Satsuma et Choshu ne lui en laissent pas l'opportunité. Ils proclament une restauration impériale totale, privant Yoshinobu de toute autorité. Une brève guerre civile éclate, la guerre de Boshin. Les forces du Bakufu, bien que numériquement supérieures, sont mal organisées et manquent de conviction. Les armées de Satsuma et Choshu, bien équipées et fortement motivées, remportent victoire après victoire. Edo tombe sans combat majeur, épargnant à la ville une destruction qui aurait été catastrophique. Les derniers partisans du shogunat se replient vers le nord, combattant des batailles d'arrière-garde de plus en plus désespérées, jusqu'à ce que les derniers irréductibles se réfugient dans l'île d'Hokkaido, où ils proclament une république éphémère qui s'effondre en quelques mois. En 1868, l'empereur Meiji, un adolescent de 15 ans qui n'a jamais exercé de pouvoir réel, est proclamé dirigeant effectif du Japon. C'est la restauration de Meiji, un événement qui marque la fin de 7 siècles de gouvernement militaire et le début d'une transformation radicale qui fera du Japon, en l'espace de quelques décennies, une puissance mondiale moderne. Les nouveaux dirigeants, des samouraïs de rang moyen, issus principalement de Satsuma et Choshu, qui gouvernent au nom de l'empereur, comprennent que pour préserver l'indépendance du Japon face aux puissances occidentales, il faut moderniser le pays à une vitesse vertigineuse. Leur slogan devient Fukoku Kyohei, enrichir le pays, renforcer l'armée. Ils envoient des missions d'études en Europe et en Amérique pour observer les institutions, les technologies, les systèmes éducatifs des pays avancés. Ils invitent des experts étrangers au Japon pour enseigner les sciences, l'ingénierie, les techniques militaires, l'administration moderne. Les réformes se succèdent à un rythme étourdissant. Le système féodal est aboli. Les daimyos sont priés de rendre leur fief à l'empereur en échange de pensions. Beaucoup obéissent, comprenant que l'ancien ordre est révolu. Le pays est redivisé en préfectures administrées par des fonctionnaires nommés par le gouvernement central. La classe des samouraïs elle-même est abolie. Le port des 2 sabres, symbole de leur statut pendant des siècles, est interdit. Leurs pensions en riz sont converties en obligations d'État qui perdent rapidement leur valeur. En une génération, les samouraïs disparaissent en tant que classe sociale distincte, se fondant dans la nouvelle société moderne comme officiers, fonctionnaires, enseignants ou hommes d'affaires. Certains samouraïs ne peuvent accepter ces changements. En 1877, Saigo Takamori, l'un des héros de la restauration de Meiji, mène une rébellion dans sa province natale de Satsuma. C'est le dernier soulèvement samouraï, et il est écrasé par la nouvelle armée de conscrits paysans équipés de fusils modernes. Saigo lui-même meurt au combat. Avec lui s'éteint le dernier souffle du Japon des samouraïs. Désormais, le pays regarde résolument vers l'avenir. L'industrialisation progresse à une vitesse stupéfiante. Des usines surgissent, des chemins de fer sont construits.
Le télégraphe et plus tard le téléphone connectent le pays. Un système éducatif national est établi, rendant l'école obligatoire pour tous les enfants, garçons et filles. Le taux d'alphabétisation monte en flèche. Une constitution est promulguée en 1889, établissant une monarchie constitutionnelle avec un parlement élu, bien que l'empereur conserve des pouvoirs considérables et que le droit de vote soit d'abord limité à une petite élite possédante. Le Japon devient aussi une puissance militaire. En 1894, il entre en guerre contre la Chine pour le contrôle de la Corée et remporte une victoire écrasante, choquant le monde qui ne s'attendait pas à voir un pays asiatique défaire le géant chinois. 10 ans plus tard, en 1904, le Japon affronte la Russie, une grande puissance européenne. Là encore, contre toute attente, les Japonais gagnent, détruisant la flotte russe et forçant le tsar à accepter un traité de paix. C'est la première fois depuis des siècles qu'un pays non occidental défait une puissance européenne majeure. Cette victoire inspire des mouvements nationalistes dans toute l'Asie et marque l'émergence du Japon comme acteur incontournable sur la scène mondiale. Mais cette modernisation fulgurante a un prix. Le Japon imite non seulement les technologies occidentales, mais aussi l'impérialisme occidental. Il annexe la Corée en 1910, établit un empire colonial en Mandchourie et dans les îles du Pacifique. La voie est ouverte vers les tragédies du XXe siècle, les guerres dévastatrices, l'occupation de la Chine, l'attaque de Pearl Harbor, la destruction finale de Hiroshima et Nagasaki. Mais cela appartient à un autre chapitre de l'histoire. Pour les samouraïs, l'histoire se termine ici, dans les dernières décennies du XIXe siècle. Pendant 700 ans, ils ont façonné le Japon, leur code d'honneur, leur esthétique de la mort élégante, leur loyauté fanatique envers leur seigneur, leur maîtrise des arts martiaux. Tout cela a imprégné la culture japonaise si profondément que les traces en demeurent visibles aujourd'hui. Les films de samouraïs, les mangas, les romans historiques continuent de célébrer et de réinventer ces guerriers. L'image du ronin solitaire errant sur les routes poussiéreuses, du duel au sabre dans la lumière de l'aube, du château en flammes sous un ciel crépusculaire, tout cela reste vivant dans l'imaginaire collectif japonais et mondial. Les valeurs des samouraïs, transformées et réinterprétées, ont influencé le Japon moderne, pour le meilleur et pour le pire, façonnant la discipline, le sens du devoir et l'éthique du travail qui caractérisent la société contemporaine. Mais les samouraïs eux-mêmes, ces hommes de chair et de sang qui ont vécu et combattu pendant 7 siècles, ont disparu. Leurs châteaux pour beaucoup sont devenus des musées. Leurs sabres reposent derrière des vitrines. Leurs armures, admirablement préservées, sont exposées dans des salles silencieuses. Leurs histoires sont devenues des légendes, polies par le temps jusqu'à briller comme des gemmes, belles et froides, aussi éloignées de la réalité rugueuse des guerres médiévales que les estampes stylisées le sont des visages réels des courtisanes disparues. Il ne reste que le vent soufflant à travers les pins autour des vieux temples, le murmure des ruisseaux dans les jardins de mousse, l'écho lointain d'un passé qui fut réel et violent, et maintenant n'est plus qu'une brume dorée dans la mémoire collective. Conclusion. Nous voici arrivés au terme de cette longue traversée à travers 7 siècles d'histoire japonaise. Nous avons vu naître les samouraïs dans les troubles du XIIe siècle, quand le pouvoir des aristocrates de Kyoto s'effondrait et que les guerriers provinciaux montaient sur la scène nationale. Nous les avons suivis à travers les époques de Kamakura et de Muromachi, à travers les invasions mongoles et les guerres civiles, à travers l'âge chaotique des provinces en guerre et la réunification brutale du pays. Nous avons contemplé leurs châteaux et leurs jardins, écouté leurs poèmes et leurs chants, observé leurs rituels et leurs combats. Nous avons vu comment ils ont créé un code d'honneur rigide qui exigeait loyauté absolue et mépris de la mort, comment ils ont élevé l'art du sabre au rang de voie spirituelle, comment ils ont patronné les arts et développé une esthétique raffinée, même au milieu de la violence et du chaos. Nous avons assisté à la longue paix du shogunat Tokugawa, pendant laquelle les samouraïs se sont transformés de guerriers en bureaucrates, conservant leurs sabres,
mais oubliant progressivement comment s'en servir. Et finalement, nous avons vu leur disparition brutale avec la restauration de Meiji, quand le Japon a choisi de se moderniser à une vitesse vertigineuse, abandonnant son passé féodal pour devenir une nation moderne. L'histoire des samouraïs est aussi l'histoire du Japon lui-même, de sa capacité extraordinaire à absorber les influences étrangères, tout en préservant son identité, de sa tension constante entre tradition et innovation, entre ordre et chaos, entre beauté et violence. C'est l'histoire d'un archipel isolé au bout du monde qui a développé une civilisation unique, ni tout à fait chinoise, ni tout à fait originale, mais indubitablement japonaise. Aujourd'hui, les samouraïs vivent surtout dans les légendes et les images, mais leur influence persiste, transformée et réinterprétée dans les valeurs contemporaines, dans l'esthétique moderne, dans la façon dont le Japon se perçoit lui-même et dont le monde le perçoit. Ils sont devenus des symboles, des archétypes, des écrans sur lesquels chaque génération projette ses propres rêves et ses propres peurs. En ce sens, les samouraïs n'ont jamais vraiment disparu. Ils continuent de hanter l'imaginaire collectif, figures romantiques et terribles, incarnation d'un code d'honneur absolu dans un monde qui doute de tous les absolus. Leur histoire nous parle encore, à travers les siècles, murmurant des vérités sur la loyauté et la trahison, sur la vie et la mort, sur la beauté fugace de toutes les choses humaines. Laisse maintenant cette histoire se dissoudre doucement, comme une brume matinale au-dessus d'un lac de montagne. Laisse les images s'effacer, les noms devenir des sons sans sens, les batailles et les intrigues se fondre dans une paix sans forme. Le passé est vaste et silencieux, et nous avons marché longtemps à travers ces paysages. Dors paisiblement, voyageur du temps. Les samouraïs veillent dans leur château de rêve. Les siècles continuent leur course lente et indifférente. Et toi, tu peux enfin reposer, ayant contemplé les échos d'un monde disparu, portant avec toi dans le sommeil le murmure des pins, le scintillement des sabres sous la lune, le silence après la bataille. Bonne nuit. Que ton repos soit profond et sans rêve, ou peuplé de visions douces, de jardins anciens et de cerisiers en fleurs, tombant lentement, pétale après pétale, dans l'eau tranquille d'un étang où se reflète un ciel d'automne. Dors bien,